On sait que pour le moment, en Wallonie, il y a 90% des sols qui ont un niveau critique en matière organique. Donc il n'y a pas assez de matière organique dans le sol, donc le sol en fait est tout à fait appauvri. Mais maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner les agriculteurs pour qu'ils changent leurs pratiques. Il faut évidemment que le poids de la responsabilité ne porte pas uniquement sur les agriculteurs. C'est un boulot qui a du sens, c'est un boulot qui est cohérent par rapport à mes enfants, par rapport à leur avenir. C'est un boulot qui n'abîme pas la planète. Vous écoutez le podcast « On mange quoi demain ?» On mange quoi demain ? Bienvenue dans cet épisode 5 pour aborder les liens entre l'alimentation et notre environnement. Un lien qui n'est pas toujours facile à faire, vous l'entendrez dans cet épisode, c'est que notre assiette a évidemment un impact concret sur la santé environnementale de notre planète, qualité des sols, de l'air, de l'eau, réchauffement climatique, la façon de produire mais aussi la façon de transformer et de transporter les produits ont un impact réel sur notre environnement. Les indicateurs en la matière ne sont pas réjouissants et on pense notamment à l'usage des pesticides. Nous avons deux leviers principaux pour inverser la tendance, produire différemment et consommer différemment. Allons d'abord faire un tour à la journée annuelle du réseautage bio, organisée par Bio Wallonie. J'y ai rencontré quelques jeunes producteurs, une génération impliquée et investie dans cette façon de faire différemment, pour le dire simplement, et de sentir le dynamisme des bonnes pratiques. Je me suis glissé dans un atelier, on y parlait de la ceinture alimentaire liégeoise et l'augmentation du bio dans les cantines collectives. On va entendre l'animateur présenter l'atelier et puis le cas particulier de cette coopérative qui produit de la volaille. Comment fonctionne en fait le système aujourd'hui pour intégrer des produits bio et durables dans ses commandes. Et alors après, l'objectif c'est de faire un échange avec François, donc qui représente Coq des Prés, et qui en fait va expliquer comment fonctionne en fait un petit peu cette relation entre la cuisine centrale et une coopérative en direct. François Rouchet, coopérative Coq des Prés. Coq des Prés, c'est une coopérative d'éleveurs de poulets bio, entreprise d'économie sociale. Donc on regroupe une quinzaine de fermes et on fait un poulet bio et de qualité, le Coq des Prés. Et l'intérêt, on en a parlé tout à l'heure, pour la volaille par exemple, c'est de retrouver du bon sens, arrêter d'acheter du poulet qui nous vient des quatre coins du monde. Du poulet qui vient des quatre coins du monde, du poulet industriel. Donc nous on va être plutôt sur des petites unités. On va être en bio, il y a l'accès à une prairie. On y plante des vergers pour inciter les poulets à y aller. Ça amène un plus sur la biodiversité. On leur donne un grain qui est d'origine locale aussi, et pas un grain qui a fait le tour du monde. Au final, les poulets, le circuit court, il dépend plus de ce qu'on leur donne à manger que vraiment de là où se trouve la ferme. On peut avoir une ferme à côté de chez soi avec un grain qui vient de l'autre bout du monde. C'est pas la cohérence, c'est pas cohérent, donc on évite de tomber dans ces travers-là. C'est un boulot qui a du sens, c'est un boulot qui est cohérent, et je peux, de certaine manière, personnellement, je peux me regarder en face par rapport au boulot que je fais, par rapport à mes enfants, par rapport à leur avenir. C'est un boulot qui n'abîme pas la planète. On va poursuivre sur cette même lancée d'engagement inspirant avec trois jeunes producteurs. Sylvain, Pierre-Olivier, Mathieu. Deux d'entre eux ont partagé les bancs de l'école. Ils se retrouvent maintenant à la tête de nouvelles filières de production. Vous allez l'entendre, où le respect de l'environnement est un choix crucial. On commence avec des fruits et le projet de Sylvain. Moi, je m'occupe de valoriser des vergers de pommes, poires et prunes sans traitement en Belgique. C'est à la fois le côté valorisant et complexe, c'est qu'on essaie de réfléchir à l'échelle d'une filière, et donc de la production jusqu'aux récoltes, stockage, transformation et commercialisation. On essaie d'amener une solution à chaque étape, et c'est cette combinaison d'étapes et de solutions à trouver à chaque partie qui est complexe, mais qui fait tout le côté super fun et excitant du métier. Alors historiquement, il y a des régions comme le Limbourg, sur la Flandre ou l'ASB où on va retrouver plus de fruits qui sont toujours présents, mais il y a beaucoup de redéveloppement de cultures de vergers aux tiges en Wallonie,
Dans la région notamment du Condro ou de l'ASB aussi, peu importe, il y a plein d'endroits où on replante des vergers avec une très grosse contrainte, c'est qu'il faut entre 10 et 15 ans pour que ces vergers produisent. Par contre, une fois qu'ils produisent, on est parti pour des décennies de mise à fruit. Et donc on est dans cette challenge-là d'avoir le temps long et une filière qui s'installe pour parfois plusieurs décennies avec des contraintes urgentes de fruits dès le démarrage. Donc c'est assez complexe à piloter. Et il faut pour moi faire ce qu'on sait faire chez nous à proximité de manière le plus durable avec le moins d'intrants possible. Des fruits, on va passer à la noisette, nouvelle filière aussi. La genèse de ce projet avec Pierre-Olivier. Alors c'était une idée à la base de mon associé Benoît Genin qui voulait valoriser ses parcours volailles. Donc en fait quand on a des volailles en bio, on doit dédier un parcours aux volailles pour qu'elles puissent gambader en plein air. Et lui, comme il n'a plus de bovins, ça ne l'intéressait pas de produire de l'herbe. Et donc il s'est dit, pour valoriser mon parcours, je vais implanter un fruit. Et là, il a pensé à des fruits secs. Parce que en fait, dans la conservation, une fois qu'on a récolté, c'est plus facile d'avoir affaire à un fruit sec parce qu'il ne faut pas de frigo, on peut le garder longtemps, etc. Et notre choix s'est porté sur la noisette parce que c'est en fait le fruit sec qui est le plus consommé en Belgique. Donc le marché était déjà existant, quoi. Aujourd'hui, même question pour Sylvain, où se situent les cultures et quelles sont les variétés de produits que vous mettez sur le marché ? Alors les cultures de noisettes en Belgique, on a planté essentiellement dans le Condro namurois, mais après on a des petits vergers qui sont un peu partout en Wallonie et même en Flandre. Donc je veux dire, à part la Haute-Ardenne, toute la Belgique est propice au développement de noisetiers, quoi. Comme Sylvain, on a voulu créer une filière, relocaliser une production qui n'était très peu, voire pas développée en Belgique. Parce qu'il faut savoir que pour le moment, la plupart des noisettes qu'on importe, elles viennent de Turquie et d'Italie. Et c'est deux pays dans lesquels la culture de la noisette est soumise à des gros stress, donc la chaleur hivernale, des événements climatiques extrêmes, etc. Ce qui fait qu'il y a une grosse tension sur les chaînes d'approvisionnement. Et ça nous permet, nous, en tant que producteurs belges, d'avoir des opportunités de pénétrer le marché et de rentrer chez des chocolatiers et des pâtissiers, quoi. La noisette belge, donc, voilà un exemple très concret d'engagement en faveur d'une production et d'une alimentation davantage vertueuse pour l'environnement. On va refermer cette rencontre à 3 avec Mathieu qui propose, lui, du purin d'ortie comme alternative aux pesticides pour fertiliser et protéger les cultures. L'idée chez nous, c'était de pouvoir proposer des solutions alternatives en termes de traitement contre maladies et ravageurs. On est une initiative qui vient du milieu agricole directement, donc on est 4 associés, tous issus du milieu agricole, confrontés à des problèmes en termes de gestion de maladies et de ravageurs. Et on s'est dit, il y a probablement des choses à faire et des remèdes de grand-mère à remettre au goût du jour. Le purin d'ortie en fait partie. Et aujourd'hui, on s'est diversifié. Voilà, on propose une gamme de produits. On essaye de répondre aux problématiques des personnes comme Sylvain, Pierre-Olivier qui développent de nouvelles filières. Et donc le mot d'ordre, c'est tester et ajuster année après année l'utilisation de ces produits. Aujourd'hui, le challenge principal, en tout cas un des challenges au niveau agricole, c'est de pouvoir maintenir un certain niveau de productivité tout en perdant progressivement des moyens de lutte. Et là, je parle toute filière confondue, que ce soit tant au niveau du conventionnel que du bio. Et ce besoin de développer des alternatives, des solutions pour faire perdurer la productivité wallonne ou européenne, si on est un peu ambitieux. À travers ces quelques exemples, on touche donc à ce levier d'action, renforcer la mise en œuvre de pratiques agricoles qui permettent de maintenir et d'améliorer la biodiversité, ainsi que la qualité biologique et la fertilité des sols, un enjeu majeur. Pour en parler, on va aller voir du côté de Canopea cette fois, la fédération qui regroupe des organismes engagés sur le respect de l'environnement et cette première rencontre. David Olivier, chargé de mission agriculture chez Canopea. L'idée, ça va être de changer les pratiques agricoles, de passer d'un modèle d'agriculture plutôt intensive à un modèle d'agriculture qui soit agroécologique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre en place des infrastructures écologiques. Donc c'est un peu un gros mot, mais en gros ça veut dire des choses assez simples. C'est des haies, c'est des bandes enherbées, c'est des mares, tout ce qui va permettre de remettre de l'habitat
pour la biodiversité, mais aussi d'être un puits de carbone pour atténuer le dérèglement climatique, et qui va aussi amener des services pour l'agriculteur en régulant notamment la pression de ce qu'on appelle les ravageurs. Et donc, in fine, ça va permettre aussi de réduire les doses de pesticides appliquées, voire idéalement de s'en passer complètement. Mais maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner les agriculteurs pour qu'ils changent leurs pratiques. Et là, il faut évidemment que le poids de la responsabilité ne porte pas uniquement sur les agriculteurs, mais que l'ensemble des chaînes agroalimentaires fasse un effort. Et donc, ça veut dire qu'il faut changer la manière dont on commercialise aussi les produits agricoles et aussi la manière dont on les consomme. Et donc là, on en a déjà parlé, mais ça implique de changer la demande pour avoir une demande qui soit plus, qui porte plus sur des produits qui soient issus d'une agriculture biologique et ou agroécologique. Voilà pour ce premier éclairage. On va aller un peu plus loin sur cette question du lien entre l'assiette et l'environnement. On reste chez Canopea. Agathe de Fourny, je suis coordinatrice politique chez Canopea. Et cette première question, sur notre perception, notre degré de conscience sur le lien entre l'assiette et l'environnement, est-ce qu'on se rend compte de l'impact environnemental de notre assiette ? Non, je ne crois pas qu'on s'en rend compte, notamment parce qu'il y a toute une partie de notre alimentation qui n'est pas produite ici. Donc on a vraiment une grosse partie de notre alimentation qui vient d'ailleurs, qui est produite ailleurs, peut-être dans des conditions environnementales qui sont moins encadrées qu'ici. Mais néanmoins, on peut quand même voir l'impact, en tout cas, de ce qu'on produit ici sur l'environnement. Et là, il y a vraiment plusieurs indicateurs environnementaux qui sont tout à fait dans le rouge et où on voit vraiment que le modèle de production agricole conventionnel est en partie responsable de cette dégradation. Moi, ce que je connais le mieux, vraiment, c'est la qualité des ressources en eau. Donc, on a pour le moment l'eau de distribution. Donc, tu bois au robinet, il y a 80% qui vient des eaux souterraines. Or, ces eaux souterraines, pour le moment, il y a un tiers pour le moment qui sont plus potables parce qu'on a des concentrations en pesticides qui sont trop importantes. Donc ça, c'est un des premiers impacts. Finalement, on a, en ayant une agriculture conventionnelle qui va être très gourmande et qui va vraiment reposer sur l'utilisation de pesticides, en fait, on pollue les nappes phréatiques qui sont en dessous. Et donc, finalement, ça impacte la qualité de l'eau que tu vas boire. En tout cas, ça va nécessiter des traitements pour pouvoir rendre cette eau à nouveau potable pour la consommer. Ça, les aspects eau, c'est un des aspects. Il y a d'autres aspects, notamment sur la biodiversité. Un indicateur qui est vraiment très alarmant, c'est de voir que sur les 30 dernières années, on a perdu 60% des populations d'oiseaux qui sont typiques des milieux agricoles. 30 ans, c'est mon âge. Donc ça veut dire que quand je suis née, il y avait 60% d'oiseaux en plus dans les champs. Donc ce n'est pas un phénomène d'érosion qui est très lent ou qui est dû à plein de choses. Il y a vraiment un impact très très fort sur certains indicateurs, notamment les populations d'oiseaux des champs. Alors c'est dû à deux choses. Il y a la simplification des paysages. Avant, on avait des paysages agricoles, il y avait plus de prairies, il y avait plus de haies, il y avait plus d'arbres. Mais en fait, à chaque fois que tu vas simplifier le paysage, tu vas finalement enlever des habitats pour ces espèces. Et il y a aussi l'utilisation de pesticides qui va du coup, un peu en effet de domino, impacter finalement certaines espèces. Si tu limites, si tu utilises des insecticides, en fait, les insectes que les oiseaux vont consommer vont être impactés avec des pesticides dans leur corps qui vont s'accumuler et qui vont aussi du coup impacter les populations d'oiseaux. Il y a un troisième critère qu'on peut regarder, c'est la qualité des sols. On sait que pour le moment, en Wallonie, il y a 90% des sols qui ont un niveau critique en matière organique. Donc, il n'y a pas assez de matière organique dans le sol. Donc, le sol, en fait, est tout à fait appauvri, ce qui fait que sa structure va tout à fait il va être beaucoup moins cohérent. Et donc, il va moins pouvoir rendre ses services de production puisqu'il sera de moins bonne qualité pour aider les plantes à grandir. Et à l'inverse, il va être beaucoup plus facile à dégrader, notamment en cas de grosses pluies. C'est un sol qui va être tout à fait... qui va s'éroder beaucoup plus facilement que s'il avait une grosse partie de matière organique. Donc là, on voit vraiment qu'à la fois, on a une perte de qualité du sol et donc, finalement, ce sol va permettre des moins gros rendements puisqu'il est moins de bonne qualité. Donc, on va devoir compenser cette perte de rendement en mettant encore plus d'engrais qui va encore plus détruire la qualité du sol. Donc ça, voilà, c'est trois indicateurs qui montrent vraiment que pour le moment, l'agriculture a un impact notoire sur notre environnement et sur notre cadre de vie. Il n'y a pour le moment pas de label qui permette de vraiment faire en sorte que tu sois sûr que la nourriture que tu achètes est, entre guillemets, bonne pour l'environnement. Il y a un label qui est, lui, vraiment certifié et encadré, c'est le label agriculture biologique. Donc, c'est le petit rectangle vert avec la petite feuille.
Lui, c'est le label agriculture biologique. Il répond à un cahier des charges très très strict et il est surtout, il garantit vraiment que la nourriture que tu consommes n'a pas été produite avec des pesticides. Une des solutions qu'on voit qui est assez évidente, c'est qu'à chaque fois qu'on discute avec des agriculteurs, ils disent « mais nous, on veut bien produire autrement, mais il y a vraiment une question de revenus, il faut qu'on gagne notre vie, il faut qu'on s'y retrouve financièrement ». Et ça, c'est évident. Or, pour le moment, vraiment au niveau des politiques, donc si on prend la plus grosse politique qui encadre l'agriculture, c'est la politique agricole commune qui est décidée au niveau européen, mais qui du coup se traduit dans chaque État, et donc ici, nous, en Wallonie. C'est que cette politique agricole commune, elle va favoriser finalement les exploitations les plus grosses, puisque plus tu vas avoir d'hectares de culture ou plus tu vas avoir de bétail dans ton élevage, plus tu vas être rémunéré. Et donc ça favorise vraiment en gros l'agrandissement des fermes. Et donc si tu dois avoir une plus grande ferme et que tu es quand même tout seul à exploiter cette ferme, évidemment que tu dois avoir besoin davantage de recours à des engrais chimiques, à de la robotisation. Et donc le fait d'avoir un paiement qui favorise l'agrandissement des fermes, ça favorise aussi le recours à des pratiques qui sont beaucoup moins vertueuses pour l'environnement. À l'inverse, si tu travailles avec des exploitations qui sont beaucoup plus extensives, qui sont beaucoup plus petites, là, ça va peut-être demander plus de main-d'œuvre, mais par contre, ça sera vraiment davantage favorable pour l'environnement. Et donc, nous, vraiment, un des rêves qu'on a, c'est de se dire que cette politique agricole commune, elle devrait davantage rémunérer la main-d'œuvre au niveau d'exploitation, plutôt que des hectares ou des bêtes de troupeau, enfin des têtes de troupeau, quoi. En Wallonie, on a le plan bio qui vise que d'ici 2030, on ait 30% de nos surfaces agricoles qui soient en agriculture biologique. Pour le moment, on est plus ou moins à 12%, donc il nous reste 5 ans pour faire les 18 autres %. Alors, ce n'est pas tellement au niveau de la production qu'est le problème. Le bio, ce qu'il rencontre surtout, c'est un problème de demande. Et donc, en fait, parfois, les producteurs produisent en bio et ont du mal à écouler cette production bio. Donc, pour ça, il faut vraiment que les consommateurs, notamment, en fait, consomment beaucoup plus bio pour qu'on arrive à ces 30%. On va refermer cet épisode sur cette ambition. Merci encore une fois de votre écoute et de votre fidélité à ce podcast. Un podcast proposé par la cellule Manger Demain avec le soutien de la Wallonie. N'hésitez pas à le partager autour de vous. On mange quoi demain ? On se quitte avec un aperçu de l'épisode 6. Cette fois, on va parler alimentation durable et gouvernance. À très vite donc pour cet épisode. Extrait. Alors moi, je définis un conseil de politique alimentaire comme un collectif d'acteurs qui ont envie de changer le système alimentaire. C'est des belles rencontres et des connexions qui se font, quoi, clairement. Quoi, en fait, des gens qu'on ne sait pas qui sont et qu'on peut travailler ensemble, et donc ça rapproche, donc c'est intéressant. C'est vraiment important de comprendre que l'objectif d'une gouvernance différente pour orienter la transition dans les systèmes alimentaires durables, c'est l'instauration de mécanismes de démocratie participative. On mange quoi demain ?